Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors, Crépole. Semblerait que l'information qui est menée apporte un certain nombre de précisions aux circonstances du drame. Bon, le problème c'est que certains interprètent ça comme étant une réécriture de l'histoire. Alors, même si c'était vrai, j'ai envie de dire, et alors? Hein? Qu'est-ce que ça change au crime qui a été commis? Je m'explique. C'est le rôle de l'information d'apporter des précisions, hein, de faire toute la lumière, hein, sinon juste l'enquête préliminaire suffirait. Du moment que le juge d'instruction instruit aussi bien à charge qu'à décharge, c'est son rôle, sinon c'est une faute professionnelle. Théoriquement, après ça, on peut avoir tous les éléments qu'on pourra trouver évidemment. On va pas inventer ceux qui n'existent pas. Mais surtout, quoi que soient les précisions, les nuances et les contradictions que pourrait éventuellement apporter cette information, contrairement à d'autres cas plus compliqués, cela ne change rien aux conséquences juridiques. Je vais te prendre un exemple. Un exemple très parlant, parce que 10 ans plus tard, c'est toujours le statu quo, la tuerie de Chevaline. Une histoire de fou mental, un beau matin on se réveille et on constate un carnage. Un tueur qui élimine tout le monde, femmes, enfants, passants, témoins, tout le monde. Voilà, une vraie scène de film d'action comme on sait si bien les faire, sauf que là, c'est la réalité. Et c'est là qu'on se rend compte, finalement, on fait une petite parenthèse, qu'inconsciemment, on fait bien la part des choses entre fiction et réalité. Parce que tu vois ça dans un film, tu fais ouais, ok, t'attends la suite. Là, c'est tombé l'histoire. Je te promets que tout le monde était choqué, mais vraiment à un point assez choquant. Hein. C'était il y a plus de 10 ans et je t'ai dit, c'est toujours statu quo. Parce que dans ce genre de situation, tout doit être déterminé par l'information. On fait des hypothèses, peut-être que le truc il est arrivé là à telle heure, qui s'est passé, on n'en sait rien. On essaye de les vérifier par les éléments qu'on trouve, on croise les données. Et effectivement, l'histoire elle peut être amenée à changer pour de vrai, du début jusqu'à la fin, au fur et à mesure des éléments de preuve et des théories plausibles qu'on peut commencer à émettre. À Crépole, c'est pas du tout le cas. Il y a des témoins, il y a des vidéos, il n'y a que les détails des circonstances qui vont apparaître petit à petit au fil des auditions. Mais dans tous les cas, il y a eu violence volontaire aggravée ayant entraîné la mort, à minima, en tant que qualification des faits, je veux dire. Et de savoir qui a été le premier à proférer des insultes, même très racistes, qui ont mis le feu aux poudres, même en bousculant, même en euh, provoquant de la pire des façons, ne change rien à cet état de fait. Il y a eu un homicide. Alors, il y a bien un fait justificatif au meurtre, ou à tout type de violence. Quand il y a un décès, généralement c'est encore plus compliqué, mais il y en a. C'est la légitime défense. Un fait justificatif, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est une situation qui justifie tes actions vis-à-vis de la loi, alors que d'ordinaire, t'as pas le droit de le faire. On n'a pas le droit d'utiliser la violence en France, c'est l'État qui a ce monopole absolu, sauf si on se fait agresser et qu'on répond dans le même temps de manière proportionnée. C'est l'état de légitime défense donc, et c'est très clairement pas du tout le cas ici, ça on peut pas dire l'inverse. On a des éléments qui montrent que ça n'était pas une réaction proportionnée, quelle que soit l'odiosité de l'insulte raciste qui a été prononcée. Tu réponds par une autre insulte raciste, tout aussi odieux et c'est proportionnel. Je veux dire, voilà. Comme fait justificatif, un petit exemple, il y a aussi le commandement de l'autorité légitime. Ton supérieur te dit de faire un truc, c'est illégal, tu le fais quand même, tu n'es pas responsable. On n'a pas le droit d'injurier aussi, mais on t'a provoqué, et puis dans la foulée, l'injure part. Tu peux bénéficier de l'excuse de provocation. J'en ai parlé dans la vidéo sur les commentaires de la vidéo de la Tronchambier là, concernant le procès de Stéphane Edouard. On va les voir, il y en a deux parties. Et donc ça, c'est pour les insultes. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fait justificatif qui puisse s'appliquer ici. On a déjà une très bonne base de l'histoire et il n'y a pas de fait justificatif qui puisse s'appliquer ici. L'information, on cherche toujours les détails de l'histoire pour comprendre exactement comment ça s'est passé, parce qu'après, on peut éventuellement chercher pour trouver d'autres éléments de preuve ou des indices pour compléter aussi bien l'instruction à charge que l'instruction à décharge. Mais les agresseurs ont porté des coups avec des armes blanches et il y a eu homicide. Ça n'est pas à établir, ça. Et il n'y a pas non plus d'histoire de c'est quelqu'un d'autre qui en fait avait le couteau et qui les ont désarmés éventuellement. Ça, c'est pas une
une hypothèse qui va être formulée du tout. Ça, c'est établi et ça ne changera pas. Ça ne changera pas l'histoire. Là est le crime et ce n'est pas établi. On sait plus ou moins, on ne sait pas qui précisément, mais on sait quel groupe était armé et a attaqué avec ses armes. En matière d'atteinte, petite rétrospective historique si tu veux bien. En matière d'atteinte d'intégrité physique, il y a eu un temps où l'excuse de provocation fonctionnait. L'intégrité physique, c'est donc des violences. Sous l'empire du code pénal de 1791, donc juste après la Révolution, la première République, et je dirais même plus, cette excuse a fonctionné aussi pour les homicides. Regarde, deuxième partie des crimes et de leur punition. Titre 2, crimes contre les particuliers, section 1, crimes et attentats contre les personnes. Article 9, lorsque le meurtre sera la suite d'une provocation violente, sans toutefois que le fait puisse être qualifié homicide légitime c'est l'ancêtre de la légitime défense, il pourrait être déclaré excusable, et la peine sera de 10 années de gêne. Sous l'empire de ce code, il y avait une excuse à l'homicide. Mais le deuxième alinéa disposait que la provocation par injure verbale ne pourra en aucun cas être admise comme excuse de meurtre. Donc même juste après la Révolution, là où il fallait rétablir un ordre de manière assez, ferme, voilà, c'est le terme, où on trouvait une excuse à l'homicide, eh ben, la provocation par injure verbale, même en ce temps-là, ça ne marchait pas. Donc ça ne marche d'autant plus pas non plus aujourd'hui, dans notre société civilisée telle qu'elle est. Donc qu'il y ait eu des chiquitas, des tirages de cheveux, des insultes, même les pires racistes de l'univers, ça n'excusera pas le meurtre. Et ne l'aurait pas excusé non plus en 1791, du temps où on coupait la tête des rois. Donc aujourd'hui, j'ai été dit, seul peut se trouver à s'appliquer la légitime défense, mais on n'est pas du tout dans les clous. Alors, chargeons la mule. Partons du principe que Harry Biman, c'est eux qui ont lancé la bagarre. Les faits établis, ça ne changera pas avec quels que soient les éléments de l'information, prouvent que la réponse n'a pas été proportionnelle à l'agression. La légitime défense ne s'applique pas, il n'y a aucun fait justificatif à cet homicide. Mais après, ils pourront peut-être la tenter, et puis ils ont bien le droit. Bref, on est dans un cas évident d'homicide volontaire. Alors, en fait, c'est là que pourrait se situer la discussion. Et non pas de savoir qui a provoqué. Si, il faut connaître l'histoire pour savoir ce qu'on raconte, mais ce qui peut faire basculer le jugement dans un sens ou dans un autre, c'est l'aspect volontaire de l'homicide. Combien même ils essaieraient de justifier, les avocats de la défense, cet homicide, le qualifier d'involontaire parce qu'en fait, ce qui est recherché, ces jeunes injuriés, c'était à rétablir la justice. On ne se fait pas justice soi-même et personne n'a le droit de donner la mort à qui que ce soit. Maintenant, donc pour correctement qualifier les faits, pour qu'un crime ou un délit soit constitué, il faut qu'il y ait un élément matériel, donc les faits factuels, et un élément intentionnel. Justement, le fait justificatif retire l'élément intentionnel, et ce qui fait que le crime ou délit n'est pas constitué. Donc l'élément intentionnel, c'est la volonté de commettre un acte qu'on sait pertinemment que c'est un crime ou un délit. C'est le fondement de l'article 121.3 du Code pénal. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Et c'est là que la défense va très certainement jouer et qu'on risque d'avoir des surprises. Mais est-ce que l'on peut raisonnablement ignorer que de donner des coups de couteau avec des couteaux de boucher peut causer la mort ? C'est à cette question qu'in fine, la justice sera menée à apporter une réponse, parce que c'est le seul aspect sur lequel on peut éventuellement construire une défense. Enfin, après, on peut imaginer un tas de choses, mais si on cherche des trucs qui fonctionnent, ce serait là. La caractéristique même de l'arme et la façon de s'en servir ne devrait pas laisser de doute, qui normalement devrait bénéficier à l'accusé, sur l'intention criminelle, ou du moins sur la totale acceptation du risque de causer la mort par celui qui donne les coups. On pourra éventuellement parler de dosage des coups, en disant éventuellement « Ah, ils ont juste essayé de faire peur, de se défendre parce qu'ils étaient nombreux, parce que le village était nombreux contre eux, donc voilà. » Il y a un arrêt, je ne le retrouve plus malheureusement, où un couple se bagarre, il y en a qui prétendent la légitime défense, c'est parce que l'autre l'a mordu en fait. Et les juges commencent à parler de dosage. Comme il le fait avec, avec sa bouche, il peut doser l'attaque. Donc éventuellement, on pourra t'opposer qu'ils n'ont pas su doser leur défense au couteau pour
pour éviter ce drame. Donc c'est pas de leur faute. Donc c'est pas un meurtre, c'est un homicide involontaire. C'est pas les mêmes peines. Ça, c'est une question intéressante. Là, on peut se demander comment ça va se passer si éventuellement cet argument est avancé. On sort des couteaux de boucher, oui, mais juste pour faire peur, et c'est malencontreusement qu'on a mal dosé qu'on a fini par tuer. Est-ce que ça passerait? Donc tu vois, on n'est pas du tout sur qui a injurié, qui a provoqué, qui était raciste, qui ne l'était pas. Hein. Bien sûr, c'est important pour l'ensemble de l'histoire. Bien sûr que du coup, dans le voisinage direct des gens qui ont fait des choses, va y avoir, comment dirais-je, des petites tensions, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça ne changera pas le problème des coups de couteau. Donc voilà, s'il devait y avoir un coup de théâtre, un revirement de situation, si du moins il y a déjà une situation établie, ce serait à ce niveau-là, sur la volonté de causer la mort. Mais comme je t'ai dit, avec les caractéristiques de l'arme, est-ce qu'on peut raisonnablement se dire qu'on peut donner des coups de couteau pénétrants avec violence et en groupe sans se dire qu'il y a un risque de tuer des gens? Est-ce qu'on peut se défendre en disant que je ne pensais pas qu'on pouvait tuer des gens avec un couteau de boucher? C'est là qu'il faut être vigilant sur les argumentations et sur les réponses données à ce type d'argumentation. Donc voilà. Bon, je te laisse sur ce coup-là. Je te dis à plus tard. Et puis, like, partage, commente. Partage si tu peux, hein. Va pas faire chier tes parents avec tout ça. Et puis, à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Bisous.